on a cru que tout est perdu. Là, une âme est venue pour nous aider. Et c'était Maria. Elle était médecin, très rationnelle, acupunctrice. Et elle a guéri mon père. Et là, pour moi, cette période la plus difficile de toute mon existence s'est transformée à la plus beau moment de toute ma vie, où ma décision était prise. Je voudrais être comme elle. Je voudrais déjà, avant tout, pouvoir soulager mon père pour ne plus jamais revivre ce cauchemar. Je veux être là, utile et capable de le soulager. Mais je voudrais soulager les autres. Finalement, c'est les raisons de vivre. J'ai compris pourquoi c'est bon de vivre. J'ai compris pourquoi ça vaut la peine de vivre pour pouvoir soulager les autres, comme le faisait Maria. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Je suis Fabrice Midal, le philosophe plein d'enthousiasme qu'il a envie de partager avec vous, auteur de nombreux livres, dont Suis-je hypersensible et le tout dernier, Les princesses ont toujours raison. Oui, les princesses ont toujours raison. Lorsqu'on parle de la santé, c'est tellement important, nos maux, mais aussi nos maladies, on a tendance dans notre monde à faire que les choses soient coupées. D'un côté, il y a la rigueur de la science, des fois un peu trop technique, après il y a des choses un peu floues, souvent un peu barrées, pas très convaincantes. Il y a des études scientifiques qui nous permettent d'avancer, mais on en est juste au début. Mais c'est rare que quelque chose soit rassemblé, qu'on rassemble enfin les morceaux, qu'on montre quel est le sens profond de la guérison, qu'on redonne à la médecine son sens profond, qui n'est pas juste une question technique, qui est une relation de personne à personne, en vue d'amener un apaisement, une libération, une guérison. Cette question, elle me hante depuis que j'ai commencé ce podcast, mais c'est très difficile de trouver comment parler de ces sujets qui sont tellement, il faut marcher sur le fil, parce que d'un côté, ça va devenir flou, de l'autre, c'est pas sérieux. Comment trouver ça ? Et dans cet épisode de Dialogue, vous allez rencontrer Nadia Wolf, qui, dans son dernier livre, un livre complètement extraordinaire, profondément inspiré, qui m'a coupé le souffle, nous propose une compréhension tout à fait lumineuse du chemin de la guérison. Écoutez ce dialogue, vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Bonjour Nadia. Bonjour Fabrice. On se connaît, je t'ai invité déjà sur la chaîne, mais là je t'invite pour ton nouveau livre qui m'a complètement bouleversé, qui est un livre important, profond, très nécessaire, qui parle du sens profond de la guérison à partir de ta propre histoire. C'est un livre où tu te mets complètement à nu, tu racontes des choses tout à fait surprenantes de ta propre histoire, et ça éclaire, au fond, peut-être que le sens des maladies, on le manque souvent parce que les maladies ne sont pas qu'un dysfonctionnement biologique. C'est aussi des cicatrices invisibles, des blessures d'amour, et on rentre dans ce livre, voilà, dans une expérience humaine de ce que c'est être vivant, de ce que c'est être malade, qu'on a rarement l'occasion d'aborder. Et évidemment, je voulais commencer, qu'est-ce qui a fait que maintenant, voilà, pendant longtemps, tu as écrit beaucoup de livres qui aident à comprendre ce qu'est ton engagement pour soigner les gens, mais qu'est-ce qui t'a donné le courage, l'allant, d'écrire à partir de ce lieu si intime? C'est rare de voir un livre aussi inspiré. Comment c'est venu? Comment est-ce que c'est une question de courage? Peut-être ma question est mal formulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'avant tout, c'est la question de oser. Tu as raison, j'ai écrit beaucoup de livres, 22 livres, beaucoup d'articles scientifiques. Et en tant que professeur universitaire, je me suis toujours autocensurée. Parce qu'on ne parle que de la médecine factuelle, des preuves scientifiques, des recherches. Et surtout, quand on exerce le métier d'acupuncture, il faut que les preuves soient encore plus fortes. Comme disait Françoise Sagan, elle disait les choses extraordinaires nécessitent les preuves extraordinaires. Alors,
j'ai toujours porté les preuves factuelles extraordinaires. 50 000 travaux scientifiques publiés, leur sens, les mécanismes d'action. Mais finalement, ce qui est beau dans l'acupuncture et dans ce système intégral qui intègre l'esprit ensemble avec la physiologie du corps, c'est justement l'âme qui perce chacun de nos gestes, chaque vibration des cellules qui anime notre vie depuis la naissance et même avant la naissance et qui répare quelque part avec notre dernier souffle. Alors comment l'ignorer? On peut le mettre de côté justement par les raisons de légitimité scientifique dans le paradigme scientifique actuel, sauf que si on restait dedans, à l'intérieur d'un paradigme, les sciences ne seraient jamais évoluées. Comme disait Einstein, inventer, c'est voir à côté. Alors qu'est-ce qu'il y a à côté? Plus qu'à côté, qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qu'il y a? Cette force invisible et toute puissante qu'on essaie d'ignorer, mais qui est omniprésente, comme le soleil derrière les nuages. Et puis, avec l'âge et la légitimité acquise quelque part par les années d'expérience, par les années d'enseignement, finalement, à l'âge de 64 ans, je me suis dit que peut-être c'est le temps de dire ce que je pense vraiment et ce que je n'ai jamais osé dire. On dit que 60 ans, c'est un changement de cycle, le cycle de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'il signifie, le cycle de Jupiter pour une personne? Jusqu'à maintenant, je croyais que c'est juste un cycle biologique. Et là, j'ai compris, non. À une maman, tu es obligé de dire la vérité complète, totale, profonde. Puisque c'est que ça qui peut laisser les traces dans l'esprit, dans le cœur humain. Si tu veux parler au cœur des gens, alors il faut parler du fond du cœur, et non pas que de la médecine factuelle. Alors, je me suis dit, il est temps d'écrire ce que je ressens. Il est temps d'écrire toutes les ressentis, toutes les expériences, toutes les perceptions invisibles qui construisent un être humain, une expérience humaine, une âme humaine, une sagesse quelque part, un petit niveau de la sagesse, puisque peut-être la vraie sagesse, c'est justement ne pas être sage. Et qu'est-ce que c'est ne pas être sage? C'est de sortir du cadre, des cadres imposés, des paradigmes imposés. Alors j'ai écrit ce que je pense vraiment. C'est qu'avec 50 années d'expérience de médecine et de l'acupuncture, j'ai pu comprendre cette vibration invisible, cette lumière invisible, qui, au fil du temps, crée comme une file d'Ariane, un rayon de soleil à l'intérieur de nos cœurs qui nous guide dans l'évolution. C'est pourquoi on fait la médecine, c'est pourquoi on fait l'acupuncture, c'est pourquoi on enseigne, c'est pourquoi on ose d'émigrer, pourquoi on vit plus globalement. C'est une question que chacun se pose en silence ou que chacun essaie de ne pas se poser et les met quelque part de côté pour ne pas y penser. Et pourtant, c'est l'essentiel. Donc à partir de là, tu vas montrer quel est le sens profond de la guérison. Et il faut dire, en le lisant, on vit c'est un livre presque initiatique. En le lisant, soi-même on rentre dans un processus de reconnaissance d'une forme de lumière. Mais en même temps qu'il y a ça, il y a un autre fil de ton livre, c'est que tu parles de ta propre histoire. Et on va voir comment toi-même, il y a un moment, tu as failli sombrer, perdre pied. Comment, qu'est-ce que c'est ce chemin-là? Comment il se met en place? Et donc, c'est à partir de ta propre histoire que tu montres ce chemin de guérison. On va commencer pour raconter ton histoire, qui est une histoire absolument, je dis à ceux qui nous écoutent, complètement surprenante, assez incroyable. On va commencer par toi, petite fille, qui fait de la danse. Et donc, parce que tu as commencé, voilà, tu étais dans l'académie Vaganova,
Et là, il y a des pages absolument dingues de comment... tu avais quel âge quand tu es rentrée dans cette... J'avais 7 ans. Donc à 7 ans, tu rentres dans cette académie pour devenir danseuse. En plus, la danse en Russie de cette époque, c'était quelque chose qu'on n'a peut-être même pas idée. C'était quelque chose de très important. Et là, tu rentres dans une discipline, un engagement fou. Merci beaucoup pour cette question. Tu vois, tu dis que je parle de guérison à partir de mon propre histoire. Oui, puisque ça permet un partage à la fois sincère, mais qui n'est pas théorique uniquement. Voilà, c'est ça, pas théorique, et pas dans une position de surplomb. Voilà, moi je sais, et vous savez pas. Tu montres que toi-même, comme tous les êtres humains, tu sais ce que c'est, ne pas y arriver, ne plus y croire, et donc comment on retrouve le chemin vers la lumière. C'est exactement ça, puisque ce que j'appelle l'école de souffrance, je crois que chacun passe dans sa vie, à sa manière, chacun a son école. Mais c'est une école qu'il faut réussir à passer. Et c'est pas évident du tout. Chacun a le sien. Cette école de souffrance qui parfois on réussit à passer sans beaucoup de dégâts, ou le dégât qui se manifeste un peu plus tard, les dégâts physiques comme les maladies, comme c'était mon cas, ou les guérisons, comme les réussites de cette école. Et d'autre part, je crois que c'est compliqué de prendre un ton de mentor qui dit, ben voilà les petits, je vais vous expliquer comment il faut faire. Ça passe pas, et puis c'est pas juste. Les fréquences n'est pas juste. J'ai choisi les fréquences de partage. Raconte-nous ton enfance de jeune danseuse. Oui. Et tu as raison, il y a tellement de petites filles qui font la danse. Mais pourquoi une petite fille elle a envie de faire la danse? La lumière qui pousse à faire la danse, c'est toujours l'amour. L'amour de ses parents, l'amour de la beauté, l'amour de la grâce, et d'être aimé avant tout. Finalement, l'amour, c'est ça le carburant qui permet de dépasser soi-même, puisque, soyons honnêtes, quand on commence à faire la danse en tant que petit rat de l'opéra, ça fait mal tout le temps, tu te fais mal, tu rentres dans une discipline que peut-être les autres enfants n'y savent pas. Et pourquoi on fait tout ça? Par l'amour. Et par envie d'être aimé, d'apporter le plaisir, d'apporter la beauté aux autres. Et j'étais portée par cette même élan comme des milliers de petites filles dans le monde. Et sauf que j'avais la chance d'être un peu douée. Et du coup, j'étais un peu plus remarquée que les autres. Et cela créait aussi à la fois un espoir folle d'un jour de réussir dans le ballet. Et réussir, c'est quoi? C'est grimper les étapes et pour un jour devenir une étoile. Toutes les petites filles du monde qui font le ballet, ils rêvent un jour de devenir une étoile, même si on n'a pas de confiance en soi, même si c'est très dur et le prof te crie bouge tes grosses fesses, sinon tu ne seras jamais la danseuse. Les grosses fesses, vous imaginez les grosses fesses d'une petite fille de 7-8 ans qui n'y mange presque rien pour être légère comme une plume. Et pourtant, c'est le langage qu'on avait l'habitude d'entendre. Et c'était pas forcément méprisante. C'était la façon de pousser à aller, à surpasser soi-même. Donc il y a beaucoup d'amour qui te pousse à faire ça. Bien sûr. Mais il y a aussi, tu le dis très bien, le fait de vouloir entrer dans une forme de discipline, d'être comme tout le monde, d'être comme il faut. Et tu dis cette phrase tellement belle, dissimuler le merle blanc que je portais en moi. Oui. En fait, c'est ça ce que j'ai compris maintenant. À l'époque, c'était plus difficile. Quand on est une merle blanc, on veut se déguiser en robe noire. Mais une merle blanc, même dans la robe noire, elle reste toujours le merle blanc. Et je ne rentrais pas dans
dans les cases. Tu avais beaucoup de mal avec la jalousie, la compétition. Donc, il y avait un décalage. Déjà, quand tu étais une toute petite fille, tu voulais bien devenir danseuse. Tu étais prêt à travailler très dur. Tu étais prêt à t'engager. Et tu avais envie d'être fidèle à l'amour. Et la tension, la jalousie, la dureté des professeurs, comme tu dis, tu pouvais à la rigueur le supporter. Mais la jalousie, la compétition, l'écrasement des autres, ça, c'était très difficile pour toi. Tu sais, j'avais les cheveux qui étaient bouclés. J'avais les longs cheveux parce qu'il fallait que les cheveux soient longs pour pouvoir faire un brushing impeccable. Sauf que les miennes étaient toutes bouclées. Tandis que tous les autres, ils avaient les cheveux droits et c'était facile de les ranger dans une chignon serré. Or moi, pour ranger mes cheveux qui étaient complètement insolentes et désobéissantes, et il fallait que je me lève 1 heure plus tôt que les autres pour pouvoir les cirer et tirer dans une chignon impeccable. Rien que mes cheveux qui étaient différents des autres. Alors comme C'est les une belle cheveux... métaphore de toute ta vie. Exactement. J'étais toujours avec les cheveux bouclés qui étaient difficiles de tirer dans une chignon droite. Et c'est vrai qu'il y avait les moments de grâce. Les moments de grâce quand tu réussissais une pirouette, quand tu as eu un rôle et tu voyais que tu arrives. Cette légèreté de sortir sur les scènes, de voler sur les scènes. C'était les moments magiques, les moments de grâce. Et quand mes parents, mon père est venu au théâtre Mariinsky, où j'avais pour la première fois dansé le rôle de Macha dans les Casse-Noisettes, et je voyais les yeux de mon père qui brillaient derrière les lunettes, je crois que j'étais la plus heureuse au monde. Et il y a une très jolie phrase de Boris Pasternak qui dit que il n'y a pas plus grande bénédiction que les réalisations du chemin. Quand, en arrivant à la perfection, tu es obligé de partir. Maintenant, je réalise pleinement le sens de cette phrase dans l'évolution du monde. Si c'était continué comme ça à la perfection, et même si un jour, je serais arrivée à devenir une étoile. Après, à l'âge de 30 ans, 35 ans, ton évolution est finie. La carrière est finie. Et si c'était ça, la mission de ta vie, donner la beauté aux autres, mais qu'est-ce que tu fais après? Finalement, maintenant, je suis très heureuse de tout ce qui m'est arrivé, de cette école de souffrance qui était très dure. Puisque justement, à l'âge de 12 ans, quand tout allait s'ouvrir pour moi, comme une carrière de danseuse professionnelle, je tombe malade. Je lis parce que c'est bouleversant. Un jour de canicule en plein mois d'août, ma nounou eut la mauvaise idée de me faire plonger dans un petit lac au cœur du parc central de Saint-Pétersbourg. L'eau était trouble, opaque, et je n'avais pas conscience de la menace qu'elle renfermait. J'en avais pris une gorgée, une simple tasse, sans presque m'en rendre compte. Un geste banal, mais cette gorgée m'avait condamné. C'est déchirant. Donc, parce que cette gorgée que tu vas prendre va te rendre très malade. Oui, j'ai attrapé avec ces gorgées d'eau, j'ai attrapé une hépatite virale, mais dans une forme gravissime. J'étais hospitalisée en quarantaine. Donc, imaginez un enfant enfermé dans une petite box de 5 ou 6 mètres où il y a juste un lit, où on n'a pas le droit de voir personne, et ni parents, ni quelqu'un d'autre, même pas les gens vivants, puisque les infirmières et même les rares médecins qui passent 1 fois par jour, les infirmières qui passent bien sûr beaucoup plus souvent, elles sont habillées comme dans un scaphandre. C'est les lois de quarantaine. Les quarantaines, ça veut dire que Personne ne peut venir te voir, tes parents ne peuvent pas venir te voir. Non. Tu ne sais pas très bien pourquoi. Tu te sens complètement abandonné. À l'époque, on ne parlait pas encore comme aujourd'hui. Donc, personne ne t'explique rien. Tu te sens complètement abandonné. Ton corps te fait défaut. Tu es complètement perdu. Tu as 12 ans. Tu souffres. Tu ne sais pas si tu ne vas pas même mourir dans un isolement et une solitude profonde. Oui. Et finalement, on dit toujours que le cafard sort la nuit. C'est vrai que j'étais un enfant, donc j'ai cru qu'on m'avait abandonnée. J'ai cru que mes parents ne viendront jamais me chercher. C'est idiot maintenant, on comprend que c'est même pas pensable.
Or, c'est cette impression que j'ai, puisque le jour, les nuits, c'est difficile de dormir, puisque j'avais les perfusions en permanence, et dans les perfusions, il y avait le glucose, une immense dose de glucose et des corticoïdes. Et les corticoïdes, elles empêchent de dormir. Donc, on ne dort pas, juste par les petits bouts. On a mal tout le temps. On n'y voit personne, on se sent seul au monde, malade, et comme si la vie était complètement finie. Et puis, je prends 15 kilos en quelques mois à cause des cortisone et à cause de glucose. Et donc, mon corps est complètement déformé. Je ne peux plus danser. On ne peut plus me porter. Le porter est impossible avec 15 kilos de plus. Et puis, quelle grâce! 15 kilos de plus, c'est juste impossible. Et en plus, les médecins m'interdisent formellement de bouger. Alors, la danse, c'est fini. Je rentre à la maison complètement déformée. Quelque part comme un automate, le lendemain, je vais à l'école Vaganov, à mon alma mater, comme on l'appelait. Et puis... C'est insupportable. Juste que tu vas raconter, ça me déchire le cœur. Vas-y. Non, mais c'est bien, vas-y. Et puis, il n'y a pas de compassion, au contraire. Je vois les filles descendent de l'escalier, il y a un très joli escalier. En fait, c'est un palais, l'Académie de Vaganov, il se trouve... C'est vraiment un temple de la beauté. Et le monument est somptueux. Et alors, à l'intérieur, il y a un grand hall d'entrée en marbre, et il y a un escalier. Et donc, je vois mes camarades, les petites filles, qui descendent pour me regarder, puisqu'ils ont cru qu'après 1 mois et demi de maladie, je vais encore perdre le poids, donc je serai encore plus légère. Et donc, encore plus... encore meilleur dans la danse, puisque plus on est légère, plus mieux on danse. Et puis, je vois qu'il les regarde, et les regarde de jubilation, que non, elle est devenue encore grosse, elle ne pourra plus danser, c'est fini pour elle. C'est atroce. Je rentre à la maison, je m'enferme dans ma chambre, je prends les ciseaux de cuisine, je coupe ma tresse, toute seule, comme si c'était condamné, et je brûle dans une casserole toutes mes photos de danse. Toutes les photos que mes parents ont fait de toutes nos prestations, de tous nos spectacles. Alors je les brûle dans une énorme casserole. C'était fini, mais en même temps, c'est comme si ma vie était finie, comme si je brûlais ma vie, puisque pourquoi faire en fait? Tu penses que... pourquoi vivre? Ce qui est beau dans ce que tu t'as raconté, c'est qu'en écrivant le livre, peut-être avant, mais en écrivant le livre, c'est comme si tu t'es réconcilié avec cette part, et qu'au fond, le moment où tu as dansé, tu avais considéré comme quelque chose de terrible, puisque tu avais dû arrêter, reprenait sens, et tu revoyais ce qui t'avait apporté. Et au fond, c'est ça, quand on parle de guérison spirituelle, c'est que tu reviens, tu dis « Ah oui, malgré tout, malgré cette souffrance, malgré que j'ai dû arrêter, malgré ce regard des petites filles, quand même, ces années où j'ai fait de la danse, j'ai touché quelque chose de la vie que je peux à nouveau regarder. » Et c'est un peu la même chose que tu fais avec le séjour à l'hôpital, qui est le côté un peu terrible d'abandon, mais tu écris des phrases très fortes. Comment, là, tu as rencontré quelque chose de la vulnérabilité humaine absolue, et que c'est ça qui va plus tard te donner la force de faire ton travail. Absolument. Tu emploies avec une justesse le mot « malgré », mais je l'aurais remplacé maintenant avec « grâce ». Finalement, j'adore ce mot « grâce ». Il vibre avec une telle lumière, une telle connexion, grâce à ces épreuves. C'est comme un diamant qu'il faut forger, ou une épée qu'il faut forger. L'école de la souffrance nous forme, nous façonne de manière extraordinaire pour aller à l'essentiel de la compréhension de la situation, de la compréhension de soi-même et de la compréhension de l'autre. Ça permet une empathie profonde par les perceptions et non pas par les paroles. Tu vois ce que je veux dire? L'empathie,
de plaindre quelqu'un est complètement différent que de ressentir que de percevoir ce qu'il ressent. Et pourtant, c'est ça ce qui est nécessaire, c'est ça ce qui est indispensable pour comprendre l'autre. C'est de percevoir cette souffrance à l'intérieur. Mais pour cela, il faut souffrir soi-même. Quelque part, l'école de la souffrance, c'est un passage obligatoire dans le chemin de chaque personne, mais surtout des thérapeutes et des médecins. Tu le dis, et même si je ne savais pas encore, cette vulnérabilité-là deviendrait bien plus tard. Ma force, c'est d'elle que naît le soin. C'est à travers elle que l'on apprend à écouter, à aimer, à porter les autres dans leur propre fragilité. Et c'est vrai que je trouve que j'ai reçu ici quelques grands médecins, et quand je vois vraiment un médecin hors du commun, souvent ils racontent, avec beaucoup d'honnêteté, qu'ils ont embrassé cette vulnérabilité et qu'ils soignent non pas en la niant, mais en l'habitant d'une autre manière et en faisant que cette blessure devienne un espace pour les autres, d'ouverture, d'amour. Et je trouve que c'est très impressionnant, comme le sont pour chacun d'entre nous. Je connaissais cette histoire, mais dans le livre, tu dis quelque chose que je ne savais pas, que j'ai l'impression que tu avais encore jamais parlé. Tu dis toi-même que c'est assez récemment que tu as découvert que la maladie n'est pas surgie n'importe quel moment dans ta vie. On pourrait dire que quand on est dans la logique absolue, bon, tu as pris cette gorgée d'eau, tu as attrapé la maladie, voilà, c'est clair, c'est logique, c'est scientifique, mais on ne peut pas faire autrement de dire qu'il y a des choses invisibles, et là, tu te rends compte que c'est pas à n'importe quel moment que tu as eu cette maladie. Tu as tout à fait raison, et je reviens à ta première question, tu me dis, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre? En fait, il y a un événement qui s'est produit il y a exactement 2 ans, quand j'ai commencé à écrire ce livre. Par les voix extraordinaires qu'un jour, peut-être quand il y aura le temps ou quand il y aura je vais raconter, mais c'était vraiment complètement imprévu. J'ai reçu les lettres de mon père écrites à une collaboratrice que je connaissais très très bien puisque c'était une de ses collaboratrices très très proches. Et c'était les lettres d'amour. Donc la fille de cette femme, sa petite fille, avait reçu le message de te donner un jour ces lettres. Cette petite fille a donné, en fait, sa petite fille a donné ces lettres à mon fils. Donc, au petit-fils de mon père, de la part des petites filles de cette personne. Cette personne s'appelait Ludmila. Et je les connaissais très très bien depuis que j'étais enfant, puisqu'elle était la collaboratrice de mon père, beaucoup plus jeune que lui, très très fidèle. Donc je les connaissais très très bien. Tu veux rappeler qu'est-ce que faisait comme métier ton père? Mon père était chimiste, il était une grande chimiste, il dirigeait le département de la chimie moléculaire à l'université de Saint-Pétersbourg. Et elle était sa collaboratrice qui commençait en tant que son élève, et puis il était le second professeur plus tard. Mais c'était en fait son élève au départ. Et je les connaissais très bien comme beaucoup de ses collaborateurs, puisque il faut dire qu'en Russie, les métiers, les professions, souvent, ils s'entrelacent avec la vie privée, puisque les gens travaillent énormément, c'est vraiment par l'enthousiasme. Donc, on peut passer les jours, les nuits et les week-ends dans les laboratoires. C'est tout à fait normal. Mais du coup, les familles, il est quelque part impliqué dans cette tourbillon scientifique et on reçoit souvent les élèves. J'étais une fille unique, mais j'ai rigolé que j'avais une centaine de frères et sœurs, puisque tous les élèves de mes parents venaient à la maison comme chez eux, s'ils avaient faim, s'ils avaient besoin de conseils, s'ils avaient besoin de l'argent. Et finalement, ils faisaient partie quelque part des familles. Donc j'ai grandi avec des élèves de mes parents. Et je connaissais très bien Ludmila, mais seule chose que j'ai ignorée, qu'elle était beaucoup plus tu savais pas qu'une simple élève pour mon père. Tu savais pas? Je ne le savais pas du tout. Et donc là, à son départ, à sa mort, elle a demandé, c'est son dernier vœu. Son dernier vœu était qu'elle a dit à haute voix à sa petite fille, à son chevet, elle a dit qu'elle a demandé d'envoyer ses lettres
à mon fils, au petit-fils de Léonard. Et alors, j'ai reçu ces lettres, tout un paquet, bien rangé, tellement utilisé, lu, relu, arraché de larmes. Parfois, les encres étaient un peu floues à cause de peut-être larmes qui tombaient sur ces lettres. Et c'était les lettres de grand amour. Un amour qui peut-être j'ai lu dans les livres, qu'on a vu dans les films. Et là, j'ai vu mon père qui me paraissait toujours dur, un ancien militaire, qui restait toujours. Celui qui était déjà militaire une fois, il reste toute sa vie militaire, dans sa discipline, dans sa dureté, dans sa façon d'être. Et alors là, je vois quelqu'un de tendre, plus que tendre. On dirait, c'était plus un homme, un nuage en pantalon. Et il écrivait les mots tellement gentils que je n'ai jamais, et tellement tendres que je n'ai jamais entendu de lui. Et alors j'ai compris l'histoire quand j'avais justement dans cette période, puisqu'il y avait chaque fois dans toutes les lettres, il y avait les dates. Et cette date était, quand j'ai vu cette date, c'était une révélation pour moi. En fait, le jour quand il a demandé de quitter sa famille, il s'apprêtait partir de notre famille pour fonder une famille avec elle, partir de Leningrad, de Saint-Pétersbourg, prendre une autre chair quelque part très très loin, dans un autre bout de l'Union soviétique. Et il était déterminé de le faire, tellement l'amour était grand. Seule chose unique qui pouvait le retenir, c'est la maladie de sa petite fille. Mon inconscience, ou je ne sais pas quoi, pris les risques de mourir, d'arriver jusqu'au bout de la mort avec une véritable menace de la mort. C'était la seule chose qui pouvait le retenir. Il a compris que j'avais vitalement besoin de lui, vitalement dans le sens direct du terme, que sans lui, je mourrais. Et il est resté. C'est fou comme histoire. Et plus que ça, il est resté, et c'est lui qui a tombé malade. À son tour, sans amour, en opprimant cet amour à l'intérieur de lui, il a commencé à avoir les crises d'asthme. À l'époque, j'avais pensé que les premières fois qu'elle a contracté cette horrible crise d'asthme qui l'a terrassée, c'était en hiver, à Noël. Et il a eu une bronchite. On était dans les maisons de campagne louées de Saint-Pétersbourg. Il n'y avait pas de médecin autour, sauf un corps militaire qui n'était pas trop loin. Et donc, le médecin militaire, il avait injecté un antibiotique qui était à l'essai à l'époque très très forte, qui lui a provoqué les crises d'asthme qui ne s'arrêtaient pas. Mais maintenant, je comprends pourquoi il ne pouvait pas respirer sans elle. Il ne pouvait pas respirer sans Ludmila. Parce que juste avant qu'elle tombe malade, je trouve aussi les lettres datées à peu près de quelques mois avant, où lui, il dit « Je respecte ta choix, je comprends que tu veux partir, que c'est insupportable pour toi. Quoi qu'il se passe, je vais toujours t'aimer. Si tu choisis de partir, je vais te bénir. Et je ferai tout mon possible pour que tu sois heureuse. » Et c'est là qu'elle tombe malade, parce qu'elle a décidé de le quitter, de ne pas continuer. Et c'est là qu'elle est restée. Quand elle était en train de mourir à son tour de l'asthme. Donc elle est restée à son côté. Et elle est restée à son côté pour toujours, comme une simple collaboratrice. Il n'avait plus de relation amoureuse entre eux. Mais elle est restée à ses côtés, fidèle, omniprésente, toujours prête à venir à l'aide. Maintenant, je comprends pourquoi elle était si gentille avec moi, toujours. C'est dingue, elle t'aurait pu t'en vouloir. Non, peut-être, je ne sais pas, mais elle était extrêmement gentille. Elle aurait pu, non. Elle est restée aussi. Et donc, voilà comment on voit l'entrelacement de 3 amours et 3 maladies. D'amour d'une fille pour son père, qui est près de mourir, juste pour qu'elle ne parte pas, même si c'est inconscient.
L'amour d'un père à sa fille pour briser son propre amour. Ensuite, au prix de presque mourir lui-même, et l'amour d'une jeune femme qui met de côté toute sa vie pour rester auprès de celui qu'elle aime. J'appelais ça les 3 montgolfières clouées au sol. Clouées au sol à la fois par le poids des responsabilités, mais 3 montgolfières qui vibrent de l'air de l'amour. Est-ce que l'amour, c'est vraiment à l'origine des maladies? Oui. Quand il faillit, on ne peut pas vivre, on tombe malade. La biologie du corps, il suit juste ce mouvement de l'âme, cette lampe éteinte, cette lumière éteinte, comme le nuage qui couvre le soleil. Mais d'autre part, c'est cet même amour qui est la clé de la guérison. Parce que vous allez voir plus loin que c'est ça ce qui permet de surpasser toutes les épreuves. Survivre, vivre et trouver sa mission dans la vie. C'est toujours un homme d'amour. Ton père tombe malade. Là, c'est absolument affreux parce qu'il ne peut pas respirer. Tu l'entends. Donc, c'est encore une maladie encore plus terrible que d'autres maladies parce que tu sens qu'il est en train de mourir, que c'est impossible. Tu l'entends. C'est-à-dire, on entend qu'il ne peut plus respirer, qu'il y a des râles. Et là, c'est terrible. C'est terrible pour toi, avec le lien très fort que tu as avec ton père. Et on tente de le soigner de plein de manières. Et malheureusement, rien ne marche, sauf... on a du mal à croire que... Dans ton livre, des fois, on a l'impression que c'est ta vie, c'est comme une sorte de mythe, de récit presque mythique. Il y a une femme qui vient, qui est acupunctrice. Évidemment, ton père, au début, ne veut pas la voir, parce que ton père, comme tu as dit, c'est un chimiste, ultra rationnel. Mais un de ses collègues dit, mais quand même, allez, t'as rien à perdre, essaye. Et pour la première fois, tu entends, il respire. Il va un peu mieux. Et là, c'est un ébranlement de tout ton être. Il y a une possibilité de soigner ton père. Il y a une possibilité de soigner. Et même par rapport à toute ta vie. Pourtant, tu n'es qu'une enfant. Tu sens là qu'il y a un chemin qui s'ouvre. On peut soigner la souffrance. Et que le miracle est possible, puisqu'on ne croyait plus au miracle. On croyait vraiment à le perdre. Et là, c'était comme un miracle. Alors pour moi, maintenant, le mot miracle, c'est le plus beau mot de la Terre. Ce n'est pas du tout péjoratif, puisque un scientifique, quand tu lui dis un miracle, il pense toujours au charlatan ou je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est un mot magique, puisque c'était un miracle. Quand on a cru que tout est perdu, là, une âme est venue pour nous aider. Et c'était Maria. Elle était médecin, très rationnelle, acupunctrice. Et elle a guéri mon père. Et là, pour moi, cette période la plus difficile de toute mon existence s'est transformée à la plus beau moment de toute ma vie, où ma décision était prise. Je voudrais être comme elle. Je voudrais déjà, avant tout, pouvoir soulager mon père pour ne plus jamais revivre ce cauchemar. Je veux être là, utile et capable de le soulager. Mais je voudrais soulager les autres. Finalement, c'est les raisons de vivre. J'ai compris pourquoi c'est bon de vivre. J'ai compris pourquoi ça vaut la peine de vivre pour pouvoir soulager les autres, comme le faisait Maria. Et alors, cette admiration sans fin... Tu avais quel âge? J'avais 13 ans. C'est dingue. 13 ans, on est quand même encore un enfant. C'est dingue. Vous dites... Je veux dire qu'encore une fois, c'était une admiration, c'était un amour, gratitude que je portais à elle. Je voudrais lui ressembler en plus, partout. Je voudrais marcher comme elle, je voudrais me coiffer comme elle, je voudrais être belle comme elle. Et je voulais surtout soigner les gens comme elle. Mais c'est même multiplier les ailes. Cette sensation d'admirer quelqu'un, c'est un énorme moteur
qui permettent de se lever à 6 heures du matin, de prendre le tramway à moins 30 et traverser toute la ville pour aller à l'autre bout de Saint-Pétersbourg, à l'hôpital où il travaillait. Parce que tu fais une chose complètement dingue pour une enfant de 13 ans. Ouais. Donc d'abord, tu l'attends quand elle vient voir ton père, tu regardes ce qu'elle fait, et après, tu lui dis que tu veux apprendre l'acupuncture, une jeune fille de 13 ans. Ouais. Et je suis très étonné qu'elle n'ait pas dit non. Ah oui, moi aussi, jusqu'à maintenant. C'est complètement dingue. Elle te dit d'accord. Tu sais, ce que je pense maintenant, qu'il a eu une sorte de synchronisation des fréquences. Je crois qu'il a vu mon école de souffrance par laquelle je suis passée. Peut-être il l'a perçu, elle. Parce que cette école de souffrance me fait grandir. Et je crois qu'il a reconnu quelque part une collègue par l'école de souffrance. Bien sûr, plus jeune, qui mit les pas dans le sien. Parce qu'elle-même, elle a passé par cette école de souffrance. Terrible. Elle était une jeune médecin, encore à la fac de médecine, et elle est tombée amoureuse d'un étudiant d'agronomie d'origine chinoise, puisqu'à l'époque, c'était une grande amour Moscou-Pékin. Et alors, elles se sont mariées et elle a suivi au milieu de la Chine, dans un village, puisque lui, il était agriculteur, mais son beau-père, donc le papa de son mari et son grand-père, donc le grand-père de son mari, étaient tous les deux médecins, acupuncteurs. Et à l'époque, je crois que même maintenant encore, en Chine, surtout dans les milieux agriculteurs, on vit toujours toutes les familles dans la même maison. Donc, il avait un étage pour les jeunes mariés, un étage pour les grands-parents, un étage pour les parents, et en bas, il y avait le cabinet d'acupuncture. Et elle ne croyait pas du tout à l'acupuncture, elle croyait que c'est charlatan. Et puis, il voit une personne soulagée, l'autre qui souffre en rentrant et qui sort sans souffrance. Et il dit, mais ça marche leur truc. Alors, son beau-père lui a appris l'acupuncture. Et quand la révolution rouge est arrivée en Chine, devant ses yeux, on a tué son fils, son mari, son beau-père et son arrière et son grand-père. Et elle a pu rentrer en Russie, à Saint-Pétersbourg, parce qu'elle avait gardé le passeport russe. Et alors, elle était déchirée de l'intérieur. Je ne savais pas de ça à l'époque. Je l'ai appris beaucoup, beaucoup plus tard. Mais je crois que cette école de souffrance l'a fait reconnaître une autre qui passe à sa manière, bien sûr, beaucoup, beaucoup moins grave, puisque mes soucis étaient tellement minimes par rapport à ce qu'elle a vécu. Mais c'était la même fréquence, en fait. Donc, du coup, elle t'a accepté. Donc, elle m'a accepté. C'est la seule explication qui n'est pas pragmatique du tout. Parce que sinon, c'est incroyable. Donc, et en plus, elle est absolument... elle a vraiment les pieds sur terre. J'allais dire, elle est géniale, mais elle a juste énormément les pieds sur terre. Donc, elle te donne l'autorisation de venir avant d'aller à l'école. Donc, tu dois continuer d'aller à l'école. Et la condition, mais tu n'as que 13 ans, c'est que tu dois devenir médecin et que tu dois t'engager à devenir médecin pour qu'elle t'enseigne. À un enfant de 13 ans, tout ça est tout à fait très singulier. Et donc, toi, tu te lèves, donc, comme tu l'as dit, très, très tôt le matin pour aller à l'hôpital. Au début, tu regardes et puis tu aides juste à nettoyer et à préparer les choses. Et puis tu suis à la lettre ton engagement. Tu viens tout le temps et tu deviens médecin. Et devenir médecin en Russie, c'est très très difficile. Et donc tu réussis très très brillamment le concours dans les tout premiers. La première peut-être même, non ? Oui, quelque part, oui. Donc parce que là, avec une sorte, on sent l'énergie et la volonté que tu avais à devenir danseuse. L'énergie que tu as eue, on n'en a pas parlé, mais dans les échecs où tu as failli devenir grand maître des échecs, mais tu t'es arrêté parce que tu as senti que ce n'était pas ton chemin. Là, tu mets toute l'énergie pour devenir médecin, pour pouvoir soigner les gens, et tu as déjà la reconnaissance que c'est l'acupuncture qui sera ton chemin. Mais la vie n'est pas encore facile. Tu as gardé ton poids depuis l'accident. Tu n'aimes pas ton corps. Tu as vraiment des, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des problèmes d'alimentation.
comment on appelle ça, de la boulimie. Quand tu te sens pas bien, tu manges. Et au fond, tu arrives à être excellent dans la médecine, mais au fond, au prix t'es pas du tout réconcilié avec toi-même. Ça ne suffit pas à que tu sois réconcilié. En fait, je me suis dit, ok, je serai laide, mais intelligente. Je serai laide, mais je pourrais soulager les autres. Donc peut-être ils vont m'aimer un peu, non pas parce que je suis belle, puisque je ne suis pas, et je ne serai jamais, mais peut-être parce que je pourrais être utile et je pourrais les soulager. Voilà les petites négociations que j'ai réussi à faire avec moi-même. J'ai accepté d'être laide, j'ai accepté... En fait, j'ai roulé littéralement pour 1m60, je suis assez petite, ce qui était bon pour la danse, mais pas bon dans la vie quotidienne. J'ai pesé 75 kilos, donc c'est vraiment obèse. Et surtout, le corps que je croyais complètement déformé. Donc, je m'habillais dans les grosses pulls sans aucune classe. Je ne faisais plus attention à mon corre. Je ne regardais pas dans la glace, j'évitais toutes les glaces. Et puis tu étais malade aussi, et surtout, tu souffrais beaucoup. Je souffrais tout le temps. En fait, j'ai pris l'habitude de vivre avec les douleurs dans le ventre. De toute façon, rien n'est passé. Donc, j'avais mal tout le temps, les jours, les nuits, les brûlures et toutes les autres inconforts permanents. Et je me suis dit, c'est pas grave, je ne fais pas attention, je vais apprendre, ça va me passer. Ça doit être. En fait, c'est devenu ma normalité. Et je pense que ça aurait continué pendant très longtemps, mais il y avait 2 facteurs. Les premières, et c'est toujours l'amour, les premières, c'est que je voulais être comme elle, comme Maria. Elle me paraissait tellement belle, tellement sûre d'elle. Mais d'autre part, j'ai rencontré mon mari, mon futur mari, à la fac de médecine. Alors là, c'est des pages parmi les plus belles du livre. C'est juste absolument incroyable comment tu parles de la rencontre avec ton mari. Peut-être tu peux raconter comment vous... Donc vous êtes très jeune, vous avez... 16 ans tous les deux. 16 ans. On était les plus jeunes de la promotion. Donc il fait des études de médecine comme toi. Ouais, et surtout, on est tombé dans le même groupe, puisque en fait, toutes les promotions, on les divisait en groupes pour les travaux pratiques. Et on était dans le même groupe. Mais finalement, il se trouve qu'on s'est aperçu encore pendant les concours de médecine. Moi, je les voyais de loin. Lui, il m'a apparemment vu. Et tout est devenu tellement naturel et tellement simple. Là, tu montres aussi un autre visage de l'amour. Son regard d'amour sur toi voit autre chose que ce que tu vois, toi, de ta laideur. Il voit autre chose, et c'est par son regard à lui que tu vas changer ton regard sur toi. Ah, oui, que j'aurais envie de redevenir moi-même. Que je comprends que finalement, peut-être, ça suffit de m'enterrer dans les grosses pulls. Que peut-être, je peux pas redevenir exactement comme j'étais, mais peut-être je peux redevenir moi-même, retrouver la légèreté, perdre le poids, retrouver la fluidité et surtout lui plaire, retrouver ma féminité que j'ai enterrée avec tous mes rêves. L'amour, il me ressuscite littéralement de tous les points de vue. Et là, je savais qu'une seule personne qui pouvait m'aider, c'était Maria. Mais j'essayais d'être tellement délicate par rapport à elle, tellement ne pas l'alourdir par ma présence. Tu me dis que j'observe, je n'ai jamais observé comment elle travaille. Je voulais tout le temps me rendre utile. Je nettoyais les pavés, je nettoyais les aiguilles, je changeais les draps, j'installais les patientes. Je voulais lui aider dans tout ce qu'elle faisait. Donc l'apprentissage d'acupuncture était très fluide, puisqu'il était entrelacé avec toutes les tâches quotidiennes que je me suis imposées sans qu'elle me demande. Je voulais vraiment devenir indispensable dans son cabinet, apporter cette lumière
d'un allié, peut-être une petite alliée, mais un allié qui est là pour aider, d'être offrande, à mon sens. Elle était offrande, elle offrait son art et son talent pour soigner les autres. Et moi, je voulais offrir à elle au moins un tout petit peu mes capacités de l'aider. Donc, jamais, mais un grand jamais, je ne posais pas de questions sans qu'elle me demande. Je n'ai osé rien demander. Jamais. J'étais malade, j'étais pas malade, je vais mal, je ne vais pas mal. Je disais toujours, tout va bien. Donc, grâce à... Et là, c'était vraiment un point crucial. Comme tu me dis, oser de dire les vérités, oser d'écrire les livres. Les premières oser, c'était à ce moment-là. Oser à demander une aide. Et ça, c'est grâce à Léonie. Tu dis cette phrase qui est vraiment très belle, qu'il était comme une sorte de lumière douce qui a réaccordé ce qui vibrait faux en toi. Donc, le regard de Léonie te donne le courage de demander de l'aide à Maria, d'oser dire que tu souffres, que c'est très difficile, que tu as ce désordre alimentaire, que tu manges des sucreries quand t'en peux plus, que tu n'arrives pas. C'est pas seulement que tu n'arrives pas à avoir un rapport à ton corps, que tu n'arrives pas à t'aimer, que tu n'arrives pas... Mais qu'au fond, plein de choses dysfonctionnent. Et au fond, que tu ne sais pas prendre soin de ton corps, tu ne sais pas prendre soin de la vie en toi. Et là, elle va te tendre la main. Tu sais, là, tu expliques très bien de la hauteur de ton expérience. Et maintenant, je pense que j'aurais formulé de la même manière. Mais à l'époque, j'avais 17 ans et demi. Je dis juste, aidez-moi à perdre le poids. C'est tout. C'est tout ce qui coûtait. Et bien sûr qu'elle le voyait depuis toujours, avec son regard aussi profonde. Elle voyait ma souffrance. Mais elle n'a jamais forcé ma confiance et elle n'a jamais forcé la porte. Et je pense souvent à plein de jeunes filles qui ont les problèmes de poids ou les problèmes digestifs ou les problèmes d'acné ou d'autres problèmes physiques que je vois souvent au cabinet. C'est très difficile de faire le premier pas. C'est très difficile d'oser à demander une aide. D'une part, on a du mal à croire que c'est possible. Mais à l'intérieur de nous, il y a cette petite rayon de soleil, de l'espoir. Et si jamais c'est possible. Et après, on a tellement honte de soi, on a tellement honte de sa laideur qu'on croit à l'aide, qu'on n'ose pas de franchir le pas. Et c'est pour ça que j'écris vraiment honnêtement ces paroles, puisque c'était dans mon cœur, je l'ai vécu, que peut-être les jeunes filles d'aujourd'hui, ou même pas les jeunes, de n'importe quel âge, peut-être ça va leur aider à oser à demander une aide, puisqu'on ne peut pas se tirer soi-même par les cheveux d'une mare, comme le faisait Baron Munchausen dans le célèbre livre. Il faut une aide de quelqu'un d'autre, plus expérimenté, plus qualifié pour nous aider. On ne peut pas s'en sortir tout seul parfois, même si on croit que c'est possible. Alors, en tout cas, moi, je n'arrivais pas et je ne pouvais pas m'en sortir toute seule. Et je savais qu'il existe au monde une personne qui peut le faire. Et grâce à Léonide, qui m'a rien demandé non plus, c'est juste mon envie de redevenir belle pour lui, j'ai osé de demander Maria. Et elle, tu sais, c'est comme s'il attendait tout ce temps que je le demande. Alors là, c'est complètement... Là, on rentre dans le génie de l'acupuncture, comme toi tu l'as fait, comme tu l'as reçu de Maria, comme Maria le fait, qui n'est pas forcément ce qui est toujours l'acupuncture, parce que là, c'est pas... Là, on voit vraiment que pour ne plus être boulimique et perdre des kilos, il faut réapprendre un autre rapport à la vie, un autre rapport au corps, apprendre à manger, apprendre à changer le rapport à la nourriture. Et là, c'est toute une éducation qu'elle va te donner et que tu donnes aux gens. Et donc là, le livre devient un guide extrêmement profond sur qu'est-ce que ça veut dire manger, qu'est-ce que ça veut dire... Enfin, là, il y a vraiment beaucoup de... on ne va pas revenir ici, j'invite vraiment les gens à lire le livre, parce que là tu retraces qu'elle t'apprend de manière très pédagogique. Donc, mais je trouve que c'est important de comprendre que nous, on a un peu l'idée de la guérison. Voilà, j'ai un problème, faites ça et ça va passer. Ou alors, j'ai un problème, mettez
une aiguille, et puis hop, ça va passer. Non, c'est tout un réaccordage que tu montres qui est un réancrage en soi-même. Finalement, tu as tout à fait raison. Les guérisons, ce n'est jamais que physique. C'est une éducation de la conscience. Et quelque part, élévation de la conscience. On change les fréquences des malades en fréquences en bonne santé. Tout change, mais c'est à partir de l'âme. C'est l'âme qui change. Et les premières pas dans cet ascenseur. Tu vois, toi, tu es au 43e étage. Donc, l'ascenseur, il doit passer un étage après l'autre. Donc, quand tu rentres dans l'ascenseur, c'est cette décision que tu prends à demander une aide. Ensuite, tu lui fais confiance. Moi, je faisais absolument confiance à Maria. Et je sais que c'est les raisons pour lesquelles j'ai écrit cette guide, puisque c'est ça ce qui m'a permis. En 6 mois, j'ai perdu plus de 20 kilos. Mais sans aucune privation, sans aucun effet secondaire. Au contraire, c'était pas mon corps qui s'est allégé, c'était mon âme qui a laissé tomber cette poids de souffrance qu'il a engorgé depuis toutes ces années. Alors là, tu dis des choses qui sont un peu le cœur peut-être du livre, le cœur de ce qui t'habite, le cœur de ce que je crois essentiel de dire, c'est qu'il y a un lien très profond entre la maladie et l'âme, et que dans notre société, on n'arrive pas à penser ça. Donc voilà, soit on a un discours complètement niais, avec c'est l'âme, et c'est très abstrait, très désincarné, un peu barré, soit on est très mécanique, et comprendre la subtilité très concrète, comment du lien constant entre l'âme et le corps, je crois que c'est vraiment un peu tu m'en voudras pas de dire ça, mais je trouve que c'est un peu le miracle de ton livre, de réussir à faire entendre ça, que la guérison passe par un rapport entre le corps et l'âme, et l'acupuncture que tu montres n'a aucun rapport avec ce que les gens pensent de l'acupuncture. C'est pas juste on appuie sur un point, puis il y a les méridiens, puis on guérit, mais c'est des portes qui ouvrent sur l'âme. La pensée chinoise a tellement pensé l'union des émotions, du corps, le corps, que quand on a mal à un organe, ça a rapport aux saisons, ça a rapport au temps, ça a rapport au cycle de la vie, ça a rapport aux émotions. Et c'est ça que j'essaye de montrer. Est-ce qu'on ne peut pas, au fond, réentendre cette vérité centrale que dans l'acupuncture on a pris, mais que d'autres peuples ont connue et que nous n'arrivons plus à entendre de manière un peu solide, de manière un peu sérieuse. Et c'est ça au fond, que j'ai l'impression qui est le cœur de ce que tu veux transmettre dans ce livre. Absolument. C'est exactement ça. C'est le changement de la conscience, du niveau de conscience, qui engendré, accompagné par les pointes énergétiques, mais finalement, il y a quelque chose, une métamorphose qui se produit à l'intérieur de soi-même. Et c'est une métamorphose qui touche ton état de conscience, ta compréhension du monde, ta vision du monde. C'est comme si tu devenais légère pour pouvoir t'envoler un peu plus haut, et de la hauteur, l'angle de vue est beaucoup plus vaste. Et tu vois toute la vie, avec tous les sens, les significations des épreuves, du passé et des radiances de l'avenir et du présent et de ta mission dans la vie. Beaucoup plus que quand tu es en bas et tu ne vois juste une petite bout de la route sera entre les deux virages. Cette élévation de la conscience, cette école de l'âme est indispensable et accompagne en permanence les guérisons. Et ce qui est génial, c'est que les pointes énergétiques qui sont incrustées dans notre corps, c'est comme les transformateurs qui passent dans les deux sens, des fréquences de la subtilité lumineuse de l'âme et de la conscience au niveau des fréquences biologiques, de fonctionnement des cellules, des sécrétions et des hormones. C'est cette interconnexion permanente qui était décrite dans les temps anciens que j'ai ressentie en moi-même. Et j'essaie de partager avec les autres parce que je pense que c'est les vérités sincères qu'on ne doit pas ignorer. Ce n'est pas séparé. Tu vas voir une psy puisque tu as le problème émotionnel. Et tu vas voir une chirurgienne pour t'enlever les masses graisseuses. C'est clair, nous on vit dans cette dichotomie qui est folle. Or,
c'est pas la question de séparer. La question, c'est d'unir, puisqu'il y a une qui accompagne l'autre. Mais c'est plus subtil que juste la psychologie. Puisque la psychologie, elle découle de la conscience, de l'état d'esprit, de cette interconnexion que nous avons tous, qui est subtile, invisible, qui nous fait d'aimer les autres. C'est pour ça que moi, je pense aussi, comme toi, c'est ça qui m'a... Je pense qu'on a qu'une médecine purement mécanique, où il n'y a pas de relation à l'autre, c'est vraiment terrible, mais que la psychologie, comme science, comme ça, coupée du corps, de l'ancrage, m'a toujours semblé très abstraite, très étrange. Et tu montes ça. Et donc, ce que te montre Maria, voilà, c'est pas de faire... qu'on pourrait croire, voilà, je vais mener une guerre contre les graisses ou les calories, ou dompter un corps qui est devenu étranger, mais c'est un retour vers soi, et donc ça implique un geste d'amour. Absolument, ce n'est pas une guerre, c'est l'amour. Elle va te montrer comment... Mais ce qui est beau, voilà, c'est que c'est pas, elle te dit pas juste, allez, aime ton corps, voilà, ce que serait un discours un peu niais, psychologique, mais si, apprends à aimer ton corps, c'est qu'elle va t'apprendre le chemin de l'amour de son corps, en te montrant, par exemple, que le ventre est comme un cœur de feu, de digestion et de transformation. Et tout ça, toutes ces images qu'on entend des fois dans la pensée chinoise, cesse complètement d'être juste des belles images assez poétiques, mais devient vraiment, on comprend, ça devient une manière très profonde d'apprendre à aimer. Au fond, j'ai l'impression, après avoir lu ton livre, moi, j'avais jamais très bien compris pourquoi il y a toutes ces images si belles, mais un peu étranges, de tous les points d'acupuncture, des méridiens, tout ça. Ou dans les arts martiaux, il y a des noms toujours. Et en fait, j'ai l'impression, en te lisant, que c'est pour apprendre à aimer notre corps, la vie. Et plus globalement, aimer l'autrui. Et aimer en lui ses faiblesses. Reconnaître ses souffrances. Et aider lui de les surpasser avec une évolution de lui-même. Finalement, le métier de médecin, c'est le plus humble au monde. Et surtout en acupuncture, c'est ça ce que j'ai dit à tous mes élèves. C'est pas nous qui guérissons les personnes, non. Mais l'acupuncture permet d'engendrer en soi-même un changement profond, une métamorphose, pour optimiser toutes les fonctions et surtout l'aider à évoluer dans la vie pour atteindre sa mission, puisque chacun vient avec une mission dans la Terre. Même un arbre, il a une mission de transformer un CO2 en oxygène pour qu'on puisse respirer. Alors chacun, il a sa mission. Et le fait de les comprendre, ou le chemin vers la compréhension de sa mission, dans le monde, ça fait partie de notre évolution, de l'évolution de la conscience et de l'évolution biologique du corps, de ce changement, de transformation d'un corps malade à un corps en bonne santé, vigoureux, un instrument parfait pour réaliser les missions. Parce que être juste belle ou laide, sans comprendre les raisons, n'a aucune importance. Mais être assez évolué et développer les capacités pour remplir sa tâche dans le monde, ça change tout. C'est comme un instrument de la musique qu'il faut accorder pour pouvoir jouer les symphonies. Tout devient compréhensible, logique. Et même cet enseignement, il a changé ma peur de la mort et la peur de la maladie. Parce que quand on fait les études de médecine, et pour moi c'est revenu très tôt, quand on connaît les maladies, graves, on commence à avoir peur. On commence à avoir peur de maladies incurables. On commence à avoir peur de la mort, puisqu'on l'accompagne. Et ça nécessite aussi un apprentissage que malheureusement on ignore à la faculté de médecine. C'est une autre regard, les regards d'amour. C'est comme disaient les anciens, la plus grande sagesse, c'est d'embrasser les naissances et la mort avec la même tendresse. Parce que les deux sont comme deux bouts d'un même canal, le canal de naissance. On ne sait pas d'où l'âme vient, on ne sait pas où il va. La seule chose qu'on sait, on sait qu'elle existe. Puisque chaque enfant, quand il vient au monde, il suffit de regarder son regard. Ils sont tous différents. Parfois, on a l'impression que dans les regards de nouveau-nés, il y a toute une sagesse du monde. Et chaque enfant est différent. Même les frères jumeaux sont différents. Alors, cette
perception du monde, elle change tout. La perception de la subtilité du monde, de cette fréquence invisible qui nous réunissent comme les rayons du soleil, ça permet aussi une autre approche pour les souffrances et pour le départ. Et je me souviens très bien, je l'ai décrit dans ce livre, une maman, quand il y a une de mes amies était souffrante, elle a eu une leucémie, il est parti. Et moi, je viens au cabinet de Maria en larmes, puisque c'était tellement déchirant, c'était tellement insupportable, les premières mots qu'on rencontre de quelqu'un qu'on a vu belle, jeune, épanouie, intelligente, disparaître comme une petite flamme de bougie. Et je me souviens, les aiguilles de Maria, les pointes qu'elle m'a posées, bien sûr, après les consultations, jamais pendant. Et son toute petite explication quand elle disait de cette interconnexion, que la forme change. Ma connexion, elle persiste, elle perdure. Et je sais que cette connexion, elle n'est pas éphémère, elle n'est pas ésotérique ou mystique, c'est quelque chose de réel et ça fonctionne au niveau des fréquences. Donc ça me permet aussi d'enlever cette peur ancrée de la mort, de la maladie, et de pouvoir regarder en face, non pas comme un ennemi qu'il faut absolument combattre, tuer, mais comme quelque chose qui nous accompagne, presque omniprésent dans notre vie, et qu'on doit comprendre, bien sûr, éloigner au maximum possible, mais accepter aussi bien. Dans les grands enseignements de Maria, il y en a un qu'il faut comprendre autrement le corps. Et là, c'est très beau parce que elle te montre que la vision mécanique que tu as appris à l'école de médecine, c'est pas la seule. C'est pas qu'elle remplace la médecine moderne, c'est qu'elle la réoriente. C'est comme si elle révélait quelque chose de la profondeur de la médecine, la part vivante. Je crois que c'est très important, ça, de comprendre. C'est pas que c'est opposé, ça redonne la profondeur. Et je crois que beaucoup de gens, dans d'autres dimensions de la médecine, à un moment cherchent quelque chose qui ne va pas remplacer, mais qui va redonner de la profondeur, parce que si la médecine devient juste une sorte de technique, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de relation, et c'est ça qu'elle va te montrer, et que le corps est relationnel. C'est tellement juste ce que tu viens de dire. Et c'est ça ce que je dis tous les jours à mes élèves. L'acupuncture, ce n'est pas une médecine parallèle. On ne doit pas choisir quel chemin apprendre. Ce sont des connaissances intrinsèques du fonctionnement de notre organisme. Les systèmes énergétiques, comme l'électricité, fait partie de la maison. Alors, elles permettent d'apporter à la médecine technique, efficace, les côtés spirituels, les côtés humains, les côtés de l'âme et les côtés énergétiques qui sont entrelacés avec le fonctionnement physiologique de l'organisme. Ce n'est pas du tout à la place de la médecine, c'est le couronnement de médecine, puisque ça permet de mettre ensemble toute la globalité de l'organisme avec les interéchanges entre les organes, puisqu'on a l'impression dans les médecines classiques de soigner les symptômes. Si on a mal dans l'œil, on va voir un ophtalmo. Si on a mal dans le ventre, on va voir un gastro. Sauf que l'œil, il est relié au foie, parce que c'est le foie qui sécrète des enzymes qui protègent l'œil contre toutes les infections venant de l'air. Et quand on est contrarié, mais le foie, il fonctionne moins bien, et donc on a les yeux rouges. Que la tension artérielle, ce n'est pas uniquement associé au système cardiovasculaire, mais qui peut provenir d'un autre problème. Et les systèmes énergétiques, ils entrelacent tous ces systèmes ensemble, comme les pâtes dans le gâteau, ou comme la mayonnaise. Et alors, ça permet de avoir la vision globale de l'organisme. Exactement comme avec une élévation, tu t'élèves un tout petit peu au-delà du fonctionnement territorial pour voir l'ensemble du pays. Ce qu'elle t'enseigne aussi, c'est le corps a plein de sens. C'est les organes, le foie est lié à la colère, la rate abrite les tristesses.
Mais c'est pas juste quelque chose de mécanique. Moi aussi, avant d'avoir lu ton livre, j'avais lu, bien sûr, voilà, comme dans une liste. Bon, ben d'accord, le foie, c'est la colère, la rate. Mais là, c'est pas ça. C'est une écoute. C'est une écoute qui permet qu'on n'est pas dans un corps mécanique, qu'on retrouve l'âme, que les choses prennent sens. Voilà, je crois que c'est ça qu'elle te montre. C'est ce renversement-là. Et surtout, c'est très pratique, puisque du coup, le fait qu'on appuie sur le point du foie, et c'est les premières nuits que je dorme, et que je n'ai pas de cauchemars, et que je ne me réveille pas 5 fois par nuit en nage. Donc, c'est prendre quelque chose, cristallisation matérielle, physique, qu'on ressent. Et je pense que c'est ça ce qui est cette élégance de la science d'acupuncture, c'est qu'on a les résultats pratiques à partir de la compréhension profonde de tout ce qui se produit dans le corps ou dans un organe. On a tout de suite les résultats qui sont tangibles et que c'est très émouvant. Et puis après, une fois que tu as les résultats, mais tu as envie d'aller plus loin. Et puis, en même temps, elle m'enseigne le métier, les beautés de l'enseignement de guérison de Maria, c'est qu'en même temps, elle guérissait mon cœur, mon âme et mon corps, et en même temps, elle m'enseignait le métier. Parce que quelque part, elle savait que ce que je parcours actuellement, dans cette maman-là, dans les mamans de guérison, c'était aussi, ça faisait partie de l'apprentissage d'acupuncture. Parce que je ressentais sur moi-même l'action de chaque point. D'abord le toucher, comprendre à le ressentir. C'est indispensable. Et c'est qu'après, plusieurs mois plus tard, qu'elle me permit de prendre en main une aiguille, on prend en main une aiguille, qu'on tient le tigre à une laisse. Avant de les prendre, il faut l'apprivoiser. Donc il fallait que j'apprivoise tous les points. Et je les faisais sur moi-même et sur elle. Imagine le stress quand tu dois soigner quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui est ton maître. Et elle te dit, bah, ok, tu t'entraînes sur moi. Et puis, c'est le meilleur apprentissage, puisque tu oses petit à petit, avec toutes les délicatesses possibles, et avec toute envie de réussir, pour qu'elle voit que ça marche, que ça y est, tu as saisi, tu as compris ce qu'elle voulait dire. Et une fois qu'on apprend, et là, les transmissions deviennent un passage tellement naturel. On n'y reçoit rien que pour le but de partage. Quand tu apprends quelque chose, il faut enseigner aux autres, il faut le transmettre. Et ce qui est magnifique, c'est que la transmission, il n'est pas didactique, il n'est pas dogmatique. Quand on juste répète ce qu'on a appris. Non, il est transformé, il est créatif. C'est une transmission qui est améliorée, enrichie par son propre expérience, par son propre ressenti. Ainsi, l'évolution de la science, elle va dans le sens de l'élévation. Parce que chaque élève commence à la hauteur de son maître pour aller plus loin. Et les sciences deviennent non pas une notion fixe, une dogme. Ça devient une science évolutive, les connaissances évolutives, un peu comme les lignes d'horizon qui s'éloignent chaque fois que tu crois l'approcher, mais chaque fois, les beautés des paysages qui s'ouvrent devant toi, elle est de plus en plus époustouflante. Et je trouve que c'est vrai, c'est une véritable rigueur scientifique. Quand on n'y rejette pas quelque chose qu'on ne comprenne pas, mais quand on essaie de le comprendre, et les transmissions deviennent tout naturellement indispensables. Alors, je suis enchantée de transmettre à mon tour. Et c'est ça les périodes de ma vie qui étaient engagées, donc il y a très longtemps encore, grâce à Maria qui a perçu en elle-même qu'un jour, l'élève pour grandir doit devenir le maître à son tour, puisque ça fait partie de son apprentissage. Parce que pour pouvoir transmettre aux autres, il faut cristalliser ensemble toutes tes connaissances, toutes les expériences et toute cette perception personnelle. Les cristalliser en quelque chose de clair, compréhensible pour ton jeune élève. Et d'autre part, apporter cette note créative à l'évolution
de cette chaîne invisible qui vient encore des ancêtres, les gènes des transmetteurs, les gènes des offrandes, les gènes des soignantes, les petits chaînons qui construisent ensemble les routes d'évolution de la science. Et dans ce contexte, ce qui devient complètement incompréhensible, c'est la violence des autres. Quand, de nouveau, avec toute une hypersensibilité, tu ne comprends pas, mais pourquoi l'acupuncture pose tellement de problèmes? Pourquoi il y a tellement de violence et tellement de l'agressivité face à l'acupuncture et les acupuncteurs? Parce que le fait de déqualifier, de déshonorer les acupuncteurs, quelque part, permet de légitimiser leur science. Mais alors pourquoi, finalement, on n'y demande pas la révolution, on n'y appelle pas une grève générale, on n'ignore pas les connaissances de la médecine moderne, ni de ses bienfaits. On apporte juste une âme, un côté énergétique dans la compréhension de l'organisme humain qui sont tellement naturels. Alors pourquoi autant de violence? Ça, c'est clair, qu'on sent que c'est quelque chose qui te blesse toujours autant que ce don qui existe dans l'humanité de pouvoir soigner les gens crée autant de... Alors que tous les acupuncteurs sont des médecins, connaissent la médecine, c'est pas du tout quelque chose de... Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de preuves qui ont été données de l'acupuncture. On sent que ça te blesse toujours autant, cette sorte de haine complètement absurde contre l'acupuncture. Mais je voulais revenir à un autre enseignement de Maria, que je trouve aussi très beau, dont tu parles très bien. C'est donc, on a parlé d'une sorte d'initiation au corps, qu'un corps non mécanique, un corps qui a une âme, mais il y a aussi le cœur. Il y a des pages magnifiques. Tu dis, on parle du cœur comme d'un organe. C'est ce que t'apprends, Maria. C'est un mot trop petit. Le cœur est un foyer, un centre. Et elle va te réapprendre ça. Elle va t'apprendre de rencontrer le cœur. Ça, c'est vraiment extraordinaire, que c'est une vibration puissante. C'est un chef d'orchestre invisible, comme tu le dis. C'est un soleil intérieur. C'est très juste ce que tu dis. Et finalement, encore, c'est un passage entre les théories et les pratiques qui est époustouflante. D'une part, les passages des connaissances des sages anciens, des textes anciens qui disent que le cœur, c'est l'empereur de l'organisme qui a deux facettes, une facette visible, une facette invisible, la facette de la lumière du cœur. Et quand cette lumière de l'empereur est paisible et forte, les 10 000 êtres sont heureux. Et quand elle est enragée, prenez-y garde. C'est le mot de texte ancien. Et alors, on peut le comprendre de manière purement métaphorique. Mais il se trouve que les sciences modernes démontrent que c'est vrai que le cœur a deux facettes. Une facette mécanique, comme une pompe qui propulse le sang à travers toutes les artères vers chaque cellule du corps pour les nourrir. Et d'autre part, c'est la source des émissions électromagnétiques les plus puissantes de l'organisme, 5000 fois plus puissantes que ceux du cerveau. Et que quand on fait électrocardiogramme, on enregistre pas l'activité physiologique sécrétoire du cœur, mais justement ces émissions électromagnétiques avec le changement de polarité d'un tracé d'électrocardiogramme. Alors on voit que c'est vrai que le cœur, c'est la source des émissions électromagnétiques les plus puissantes de l'organisme, qui, à travers les réseaux des méridiens d'acupuncture qu'on retrouve maintenant avec tous les tests histologiques et les médecines et les microscopes électroniques de manière anatomique, mais subtile. Donc, cette champ électromagnétique, ces émissions électromagnétiques se propagent à travers les réseaux de méridiens d'acupuncture jusqu'à chaque cellule du corps, comme l'électricité qui anime la vie de la maison, comme le jus électrique. Donc, tu vois, encore cette science théorique qui parfois peut nous sembler quelque chose éphémère, retrouve sa réalité pragmatique et surtout leur action physiologique dans l'organisme. Le dernier point dont je voulais parler, c'est l'énergie des émotions.
Voilà, on ne sait pas quoi faire des émotions. Et l'enseignement de Maria va te montrer que les émotions ont une énergie qu'il faut apprendre à rencontrer. Et que les émotions non dites, non pleurées, non exprimées s'impriment dans les fibres du corps comme des cicatrices invisibles. Et qu'il faut nous renouer avec les émotions et que notre monde ne sait plus du tout. On a perdu tout rapport dans notre monde à un rapport juste aux émotions. Je commence à comprendre ça petit à petit. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est très, très profond. Mais toi, tu sais, déjà, dans les méditations, tu vois souvent les gens qui pleurent ou qui, pendant les méditations, ils ont une révélation ou ils se rappellent de quelque chose qui leur est arrivé il y a très, très longtemps. Mais malheureusement, les gens, ils veulent pratiquer pour ne plus avoir d'émotions. Et les gens mettent beaucoup de temps à comprendre et qu'il ne faut pas méditer pour couper les émotions, qu'il faut faire ce travail que Maria t'apprend, qu'il faut rencontrer ses émotions, se laisser pleurer, entendre, enfin, faire l'expérience de quelque chose qui cherche à se dire à travers nous. Absolument, et surtout les canaliser. Et justement, par exemple, prenons les peurs. Moi, j'avais peur depuis toute ma naissance. On dit que quand j'étais née, mes parents habitaient dans une petite pièce, dans un appartement communal. Ça veut dire que beaucoup de familles, chacun dans une petite pièce, comme les fourmilières. Et alors, je n'avais pas de berceau, je dormais dans une corbeille de fruits. Et alors, je me dis que si c'était les fruits, c'était les citrouilles, parce que j'avais que des trouilles. J'avais peur de tout, et peur de décevoir, bien sûr, et peur de vivre, tout globalement. Et finalement, la peur, elle agit sur les reins et les glandes surrénales. C'est une association entre l'organe et l'émotion. Chaque émotion, et il a une attirance à un organe. Et la peur, c'est les reins. Et les reins, méridien des reins, système énergétique des reins, englobe les reins, les glandes surrénales. Donc les corticoïdes. Les corticoïdes, notre propre anti-inflammatoire, notre propre système immunitaire avant tout. Et c'est la raison pour laquelle, enfant, j'étais tout le temps malade. Je pense qu'à cause des peurs. Et maintenant, je comprends leur leçon. Ok, je comprends que j'avais peur. Je comprends pourquoi. Maintenant, il n'y a pas que le péjoratif. Il y a aussi le côté positif. La peur, c'est un protecteur. Elle nous protège. Elle nous protège contre les bêtises qu'on aurait pu faire. Il nous protège contre les risques inutiles qu'on aurait pu prendre. Alors le fait de les comprendre, de discuter avec lui, et surtout trouver les points énergétiques qui permettent de libérer les reins de peur, permettent d'augmenter les forces des glandes surrénales, donc les capacités anti-inflammatoires, donc les systèmes immunitaires, et les résultats deviennent très pratiques. Je pense souvent, dans ces moments de notre conversation, je pense aux gens qui sont tout le temps malades. Tu sais, elle sort d'une grippe, elle attrape une bronchite, elle sort de bronchite, elle attrape une gastro. Il y a beaucoup d'enfants qui ont cette baisse des défenses immunitaires. Et alors, si c'était associé à la peur d'un nouveau-né ou d'un bébé qui est passé inaperçu, incompris, et qui maintenant sortent en forme de maladie. Et quand tu agis sur le système énergétique, c'est un nettoyage. Tu peux apaiser la peur. Bien sûr, mais plus qu'apaiser la peur, tu peux libérer les forces qui étaient bloquées par la peur. J'espère que ça va donner envie aux gens de lire ton livre, s'ils veulent rentrer et entendre la voix qui habite ce que tu dis. Parce que vraiment, ton livre, c'est pas seulement des informations, c'est, comme tu l'as dit plusieurs fois, c'est une fréquence, que tu nous fais rentrer dans une fréquence. Mais je voulais aussi parler des cours que tu fais, parce que alors, tu as vraiment inventé, eu l'idée que de pouvoir transmettre quelques éléments de ce que t'a enseigné Maria dans un cours en ligne que tu fais, et là qui est pour tout le monde, parce que si on ne veut pas devenir médecin comme ça, on peut apprendre quelques-uns des grands principes de l'acupuncture, apprendre à repérer
quelques-uns des points qui sont des portes et pouvoir se faire du bien. Donc, est-ce que tu veux essayer de dire quelques mots sur le cours que tu proposes à ceux qui veulent oser rentrer dans ce savoir? Je ne parle pas d'acupuncture, mais d'acupression. Les points... Parce que voilà, on ne va pas apprendre à mettre des aiguilles, non. Mais on peut juste, en touchant les points, on l'a déjà dit dans plusieurs dialogues qu'on avait fait, mais pour ceux qui n'ont pas écouté, on peut toucher les points d'acupuncture, et il y en a qui sont très simples, et les apprendre peut nous aider à soulager beaucoup des maux du quotidien. Exactement. Et des maux physiques, mais aussi des maux émotionnels, pour aider en état de détresse émotionnelle, mais aussi pour perdre le poids, pour aider à normaliser l'alimentation, pour retrouver la beauté, par exemple, pour stimuler la tension des muscles, assoupir les rides du visage. Et les points, bien sûr, pour aider dans le cas d'urgence, arrêter le saignement du nez ou faire revenir les personnes qui ont un malaise vagal ou stopper le douleur, le spasme dans le ventre. Donc on apprend ça, on apprend aussi à rentrer dans cette magie que tu as décrite, oui. Des liens entre le corps, l'émotion, l'âme. L'âme et l'esprit. Donc il y a à la fois très pragmatique, je pense que c'est un peu ça qui t'habite, il y a un côté très pragmatique. Voilà, vous avez mal à la tête, quel est le point que vous pouvez faire pour vous soulager? Absolument. Mais en même temps, essayer d'entrer dans cette autre dimension de la guérison dont tu as parlé. Oui, de l'art invisible de la guérison. Pourquoi invisible? Parce qu'on n'y voit pas le changement de l'âme. Mais c'est c'est cette évolution invisible qui est la plus puissante et qui accompagne les guérisons physiques de manière intrinsèque. Et je viens de dire là à tes coéquipiers quelque chose que je voudrais peut-être dire à nos chers spectateurs et lecteurs, que finalement, en revenant à ta première question, pourquoi maintenant j'ai écrit ce livre? Parce que finalement, à la hauteur d'expérience et des années, si tu regardes en arrière, tu vois qu'aucun événement n'était par hasard, que c'était comme un puzzle, que tu construisais petit à petit, tant bien que mal, mais tout ce puzzle fait partir de ton destin. Et que maintenant, en regardant en arrière, c'est que maintenant que tu peux voir l'image complète de ce pourquoi chaque événement est arrivé. Pourquoi il avait cette épreuve? Qu'est-ce qu'il a apporté? Le diplôme de l'école de souffrance et de l'école de médecine, qui était consécutif et qui finalement, un qui est permis d'obtenir l'autre, c'était comme les pas de cette invisible manuscrit écrite par le destin. Et c'est ça ce que je voulais transmettre, et dans ce livre, et l'art invisible de la guérison, et dans les pratiques de l'acupression pour tous. Partager cette expérience que j'ai pu accumuler depuis toutes ces années et tous ces efforts pour que les autres puissent en utiliser. Et c'est ça mon but. Merci Maria, c'est merveilleux que quelqu'un comme toi existe sur cette terre. Merci. Merci de m'avoir appelée Maria. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue, c'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.